Bien, bonjour Édouard Martin. Donc tu sors de l'entreprise Data Mailing où les travailleurs là qui sont en lutte depuis des mois t'ont accompagné pour une visite. Est-ce que tu peux nous faire le bilan de cette visite? Alors, visiter une entreprise comme celle-ci, c'est pas uniquement voir des murs, des machines et des rayonnages. C'est surtout sentir l'âme de cette usine-là. Et là, effectivement, entre guillemets, ça sentait une usine en fin de vie. Parce qu'on voit les machines qui tournent au ralenti, on voit des espaces complètement vides. Et ça fait toujours mal au trip de voir un bel outil comme celui-là, des ateliers nickel, vidés de leur âme. Parce qu'une usine, ce qui fait l'âme d'une usine, c'est aussi le personnel qui est à l'intérieur. Mais néanmoins, malgré la difficulté, ça fait je crois 5 mois que vous êtes en lutte maintenant. Ouais, donc je sens, et je l'ai senti, et ils me l'ont dit, parce que j'ai discuté avec un certain nombre d'entre eux, cette envie, cette espèce d'instinct animal de ne pas vouloir mourir. Et il y a ce sursaut de dire, ben, je vais me battre. Je vais me battre parce que je ne veux pas mourir, socialement parlant, et je veux me battre parce que c'est injuste ce que je subis, et je veux me battre parce que c'est aussi être digne de se battre pour avoir le droit de garder un emploi, et en tout cas d'avoir le droit d'être traité humainement, de manière humainement acceptable, si je puis dire. Même si le mot acceptable me gêne toujours lorsqu'on parle des humains. Mais voilà, donc il y a l'âme de l'usine, on sent qui est en train de s'effriter, mais il y a aussi l'âme des travailleurs qui, elle, est bien présente, et ça fait plaisir. Et j'ai vu sur le mur de vos locaux, le même slogan qu'on avait mis, nous, à l'époque, à Florange, combattre, on peut perdre en combattant, je crois. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Voilà. Et ça reflète bien l'état d'esprit des travailleurs. Après, en même temps, on voit l'émotion du personnel, la fatigue psychologique. Une jeune dame, là, je ne sais pas son nom, qui était... alors moi, elle m'a ému parce que je me suis reconnu en elle, quelqu'un qui aime son travail, qui est dans le désarroi, qui est en colère, qui est triste, larmes aux yeux, parce qu'on voit que c'est une passionnée, elle aime son boulot, elle s'est beaucoup investie avec ses collègues, ils sont compétitifs, et malgré cela, elle dit, ben, malgré tout, nos efforts, ça ne suffit pas, ils veulent encore plus, et ils veulent nous envoyer dans le Nord. Et moi, je ne veux pas. Moi, j'aime mon travail, et je veux rester ici, et je veux continuer à prouver ce qu'on sait faire. Voilà, et ça, c'est... Vous vous sentez impuissant face à une telle détresse. Vous ne pouvez, entre guillemets, mais de manière très humble, c'est de leur apporter un soutien, une présence, c'est tout, parce que malheureusement, on n'a pas les leviers pour... Et puis après, de l'autre côté, on a cette froideur de la direction qui, au départ, était d'accord sur le principe de nous rencontrer, pour essayer d'aborder un début de dialogue. Et puis, une fois la visite de l'usine terminée, nous apprend la dernière seconde que finalement, non, il ne veut pas nous recevoir parce qu'il est pris, il a autre chose à faire, et qu'éventuellement, il serait disposé à me rencontrer, moi, personnellement, une autre fois. Déjà, premièrement, il est hors de question que je rencontre personnellement ce monsieur. Moi, si je le rencontre, c'est avec les représentants des travailleurs et des travailleurs, parce que je n'ai rien à cacher. Et je sais très bien que ce genre de rencontre, si je l'acceptais, c'est toujours piégeux. Je ne sais pas comment lui va interpréter mes propos, je ne sais pas comment il va les reporter. Et donc moi, j'ai pas envie d'être mis en porte-à-faux. Et puis encore une fois, je veux dire, c'est pas avec moi qu'il faut négocier. Moi, je suis pas un négociateur. C'est eux. Qui mieux que eux pour savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils... voilà, ils connaissent le boulot, ils connaissent la boîte. Et surtout, ils savent ce qu'ils veulent. Donc il est hors de question. Donc moi, j'ai simplement fait remarquer aux représentant, je ne sais pas quel était son titre exact à ce monsieur-là. Il n'a pas de titre, il n'a pas de la boîte. Il est du groupe, mais pas de la société. Voilà, je lui ai fait remarquer que moi j'allais être, et en plus je vais vraiment suivre ce dossier-là jusqu'au bout, j'espère qu'il se terminera de manière positive, mais qu'en fonction du traitement que subiront les salariés, je saurai m'en souvenir, parce que dans les institutions européennes, il y a beaucoup de lobbyistes, et le groupe Bertelsmann en fait partie, et donc il se présente toujours comme étant une entreprise socialement responsable. J'espère que ça n'est pas qu'un slogan, parce que sinon je saurais leur mettre dans les dents le moment venu. Voilà, brièvement pour résumer. Mais voilà, je reconnais là voilà, l'esprit du travailleur qui est fier de son travail, qui s'est donné sans compter. On m'expliquait qu'il y a 13 ans en arrière, vous étiez 400 et quelques, non? Oui, avant qu'ils soient venus, on était plus de 400. Plus de 400, et aujourd'hui ils sont 124, et ça ne suffit pas encore.
Ils veulent réduire à néant cette entreprise et apparemment, même sûr, il n'y a rien de prévu pour redonner vie à cet atelier, parce que c'est aussi de la responsabilité de ces grands groupes. Bertelsmann, c'est un groupe international qui gagne des centaines de millions d'euros chaque année, et son obligation, son devoir aussi, si réellement c'est une entreprise socialement responsable, c'est d'investir pour redonner vie, parce qu'il ne suffit pas, entre guillemets, de donner un chèque aux travailleurs qui ont perdu leur emploi, parce qu'in fine, c'est 124 emplois qui disparaîtront. Et les familles. Et les familles, c'est 124 familles. Donc c'est comment aussi on peut obliger cette entreprise qui a les moyens eh bien, de redonner un nouveau souffle économique à cet atelier. Ce qu'il faut, c'est que les richesses créées par les salariés restent ici, qu'elles ne partent pas ailleurs, parce que les actionnaires, ça va, ils ont été suffisamment gavés ces dernières années. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, vous autres, qui êtes sur place? Il a très bien parlé. Voilà. Juste en parlant de bénéfices, Bertelsmann fait 890 millions l'année dernière. Il vise le million d'euros de bénéfices nets. Le milliard. Milliard. Le milliard. Milliard. En 2014. 890 millions l'année dernière, alors qu'on est en pleine crise. Alors. Ouais. Pas pour eux. Pour eux, c'est pas la Oui, non, mais je veux dire, imagine une fois que l'économie va reprendre, et on espère le plus rapidement possible, parce que ça veut dire que notre situation pourra s'améliorer aussi, mais vous imaginez la leur. Quoi. Donc moi, ça ne me dérange pas que des entreprises gagnent beaucoup d'argent. C'est pas ça qui me dérange. La vraie problématique aujourd'hui, ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y a pas de répartition équitable des richesses. C'est ça. Donc parce qu'il faut, à chaque fois, il leur faut toujours plus. Eh bien, en réalité, je fais toujours la comparaison. Ils font une soirée open bar. Et tout le monde commande. Le moment où il faut payer, l'addition, c'est à vous qu'on la présente. Vous n'avez rien demandé, vous. Et depuis 30 ans, il y a eu nettement une inversion entre ce qui va au patronat et ce qui va aux salariés. Il y a des courbes qui sont rigoureusement symétriques. On n'a jamais eu autant de milliardaires en France et sur cette planète depuis 30 ans. On bat des records de milliardaires. Mais en même temps, on ne nous dit pas, ou on ne le dit pas assez, qu'on bat aussi des records de pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment 7 millions de travailleurs pauvres, sans compter les chômeurs. 7 millions de travailleurs pauvres, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un travail, qui ont un salaire, mais qui est insuffisant pour subvenir. Oui, il y en a qui dorment même dans leur voiture ou dans la rue. Et même des fonctionnaires. Et des fonctionnaires, oui. Des petits fonctionnaires, oui. La dernière chose que je voulais rajouter aussi, c'est le sentiment de tout le monde à l'intérieur de l'usine, c'est qu'un gros chèque ne vaudra jamais un emploi. Exactement. Voilà. Et ce que les gens veulent, c'est un emploi. C'est raison de préciser. Bien, ce sera le mot de la fin? De la fin provisoire. Provisoire pour aujourd'hui. Ouais, pour aujourd'hui. Voilà. Alors merci beaucoup, Édouard Martin, et merci aux travailleurs et aux travailleuses de Data Mailing.